Bonsoir et bienvenue dans la 100e de 28 minutes. Au sommaire du Grand Angle ce soir, l'assassinat politique de l'opposant tunisien Chokri Belaïdi hier attise encore plus la révolte populaire tunisienne contre les islamistes. D'où notre question du soir, Tunisie, est-ce la révolution qu'on assassine? Mais tout d'abord, je reçois Christian Buchet, expert maritime au CNRS. Il hisse le drapeau noir et vient tout nous dire sur la piraterie des mers. C'est juste après la une du jour, mise en image par Julien Dugast. Hier matin, le tanker français Gascogne a été libéré après un siphonnage par des pirates. Bilan, 200 tonnes de fioul auraient été volées. Tout a commencé dimanche. Le pétrolier battant pavillon luxembourgeois appartenant à un armateur girondin est détourné par des pirates au large d'Abidjan. Dérober plusieurs dizaines de tonnes de pétrole demande au minimum un navire pour transborder la marchandise et surtout un réseau d'acheteurs pour écouler le carburant. Les pirates étaient donc organisés. On a très peu de moyens. Je dirais même qu'on n'a pas de moyens pour surveiller toutes les eaux ivoiriennes. Et ce fait divers est loin d'être isolé. Golfe de Guinée, ici, le trafic international est dense. 13% des importations du pétrole européen et 6% des importations de gaz naturel empruntent cette route. Ici, depuis le début de l'année, le service de la Chambre de commerce internationale a répertorié 5 attaques contre des navires à quai ou en mer. Des attaques souvent violentes. Le 31 janvier, au large du Nigeria, des pirates ont tout simplement attaqué un tanker au lance-roquettes. Des pirates du Golfe qui viennent presque toujours du Nigeria. Ce sont nos concitoyens qui sont plus ou moins impliqués dans la piraterie. C'est tout ce que nous pouvons conclure en ce qui concerne l'Afrique. Le golfe de Guinée est devenu, après les eaux au large de la Somalie et les détroits d'Asie du Sud-Est, la 3e zone à risque du globe. Et pour l'instant, les marines locales semblent impuissantes. Bonsoir Christian Buchet. Bonsoir. Je vous présente Nadia Dam, Renaud Dely. Bonsoir. Je précise que vous êtes directeur du Centre d'études de la mer à l'Institut catholique de Paris, le CNRS. C'est du passé. J'appartiens D'une aussi. certaine façon, enfin en ce qui vous concerne. Ça devient le cauchemar des mers en Afrique, le piratage, et ça se serait déporté, c'est-à-dire que ce qui se passait à grande échelle vers la Somalie et le Yémen semblerait aller vers l'Afrique de l'Ouest. C'est un nouveau phénomène? Il y a les deux phénomènes, c'est-à-dire qu'il y a toujours l'Afrique de l'Est avec la Somalie, même si, disons, on a les chiffres de 2012, le nombre d'arraisonnements a été diminué par 2, donc il y a une baisse très forte de la piraterie au large de la Somalie. Oh, bah, c'est très simple, c'est qu'on a mis le paquet. Donc, bien évidemment, ça limite les possibilités, mais par contre, ça augmente en pointe du côté de l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire du côté du golfe de Guinée. Alors, on dit toujours le Nigeria. Bah, vous savez, la Côte d'Ivoire, c'est à côté du Nigeria. On voit très bien sur votre carte, c'est très bien fait. À partir du moment où on a renforcé les patrouilles au large du Nigeria, comme par hasard, la piraterie s'est développée juste à côté, c'est-à-dire au Bénin, et puis maintenant, un peu plus loin, au large de la Côte d'Ivoire. Justement, c'est là où le tanker Gascogne avait été piraté. C'est la zone la plus dangereuse par rapport à toutes les autres. Mais en l'occurrence, cette prise d'otage-là, enfin ce piratage-là, c'est plutôt bien terminé. C'est toujours le cas. C'est souvent le cas. C'est souvent le cas lorsqu'on paye. Bon, là, en l'occurrence, une partie de la cargaison du gazole a été volée. Absolument. C'était l'objet de ce piratage-là. Dans ce cas-là, oui. C'est pas toujours le cas. Non, dans d'autres cas, c'est non pas la cargaison, parce que c'est quand même compliqué, ça suppose des moyens. Vous mettez pas ça dans des petits bidons. Dans certains cas, c'est prendre l'équipage qu'on rançonne. Quelle est la nature de ces piratages? Est-ce qu'il y a des prises d'otages pour des raisons, on imagine, financières, mais est-ce qu'il y a aussi des prises d'otages ou des piratages idéologiques? Est-ce que des pirates se réclament d'islamisme ou d'autres idéologies dans la région? Aujourd'hui, pas véritablement. Ce sont des groupes purement mafieux à des fins intéressées. Intéressés de manière sonnante et trébuchante. Bon, là, c'est une piraterie qui a visé à prendre une partie de la cargaison. Ils ont réussi leur coup, quelque part, il faut parler clairement. Dans d'autres cas, je pense notamment dans le détroit de Malacca, ça a été souvent des prises d'otages. Dans le détroit de Malacca, ils ont même fait les choses il y a quelques années de manière magnifique. On gagnait de l'argent en rançonnant les otages, en vendant la cargaison, et même mieux, en récupérant le navire qu'on envoyait après dans certains arrière-ports d'un pays qui s'appelle la Chine, mais qui aujourd'hui s'est acheté une virginité, où on repayait le navire, où on changeait le nom, où on allait jusqu'à greffer des nouvelles infrastructures pour pas qu'on reconnaisse le navire qui allait continuer une certaine vie. Il était maquillé. Il était totalement maquillé. Il y avait X ports chinois qui se sont livrés. Pas maintenant, c'est fini. C'est en partie pour ça d'ailleurs que la piraterie s'est
a largement diminué dans l'étroit de Malacca, même si elle augmente à nouveau aujourd'hui. Et globalement, c'est un phénomène qui prend de l'ampleur plutôt. Alors, ça a baissé en 2012. À cause de la surveillance ? À cause de la surveillance, à cause de la Somalie, il y a eu en gros moitié moins d'arraisonnement au large de la Somalie. Mais ça a quasiment doublé au niveau de l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire dans le golfe de Guinée. Vous disiez que les pirates somaliens avaient été relativement contrôlés par vous, parce que vous aviez mis le paquet. En même temps, il n'y a pas très longtemps, on a appris qu'un milliardaire était en train de financer une flotte pour contrôler ces pirates somaliens, une flotte armée privée, oui. Donc avec ses fonds propres, des navires marchands avec des armes de guerre à bord de ce navire-là. Est-ce qu'on peut imaginer, au bout d'un moment, que cette initiative donne des idées et qu'il y ait à un moment donné des espèces de milices de la mer et que des gens très riches contrôlent eux-mêmes, parce que ça n'est pas fait par l'ONU, par la Marine royale, des armateurs qui aient les moyens de le faire. C'est pas à souhaiter. C'est pas souhaité, mais les mers sont insécurisées. Et il faut le dire, malheureusement, la piraterie est un phénomène très ancien. Je pourrais vous raconter comment le grand empereur, qui est devenu empereur grâce à ça, en moins 67 avant Jésus-Christ, Pompée, on lui a confié 250 navires de surveillance. On en rêverait, il n'y en a pas un au large de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Bon, donc c'est un métier de tout temps. Mais ces milices privées illustrent quand même l'impuissance des États alors, à lutter contre. Oui, mais pourquoi? S'il y a de ces initiatives. Absolument, absolument. Vous posez, je crois, la bonne question. Mais il faut que je vous donne la bonne réponse maintenant. Oui. C'est que vous avez un commerce maritime mondial qui a cru de 460% depuis 1970. Tant mieux, on n'aurait pas le niveau de vie. Il n'y aurait pas, je dirais, l'activité économique et le niveau de vie qui est le nôtre. Ce commerce maritime va croître de 300% dans les 20 ans qui viennent. Tant mieux. Ça permet de lutter contre le chômage. Simplement, vous voyez, même s'il y a du gigantisme, la multiplication du nombre de bateaux, et face à ça, les bâtiments de surveillance, de protection, de garde-côte, les bateaux militaires, eux stagnent, voire régressent. Donc vous avez une inadéquation entre la flotte mondiale à surveiller et les bâtiments de surveillance. C'est une question financière, c'est un problème financier, c'est la raison pour laquelle on peut pas financier. C'est totalement financier. Il n'y a pas de, politique, non. Politique, non. Vous savez, un peu partout, y compris aux États-Unis d'Amérique, pour la première fois, ils sont confrontés à un budget de rigueur. Et souvent, il faut le dire, c'est la défense qui subit de plein fouet la rigueur. Il n'y a pas besoin de chercher bien loin, même en France, c'est le cas. Donc, mais il faut bien voir que ça a un coût, la piraterie. Ça a un coût sur les armateurs, mais les armateurs, ça impute sur les assurances, ça impute in fine sur le consommateur. Parce sur, que sur le prix du produit. Sur le prix du produit, parce que l'un des moyens de lutter contre la piraterie, et on l'utilise beaucoup au large de la Somalie, c'est de dire aux armateurs, accélérer la vitesse de marche dans la zone considérée, parce que c'est beaucoup plus difficile d'arraisonner un navire. Mais quand vous accélérez la vitesse de marche, vous majorez la pollution, vous majorez le coût, et in fine, c'est le consommateur qui paye. Donc tout ça pour vous dire... Donc la consigne, c'est fuyer, en quelque sorte, accélérer. Ah oui, parce que vous limitez les risques d'arraisonnement. C'est beaucoup plus difficile de monter à bord. L'Union européenne envisage d'essayer de renforcer la sécurité dans le golfe de Guinée. Est-ce qu'on peut imaginer qu'une force internationale... Est-ce qu'il y a une organisation internationale qui pourrait... Quelle organisation internationale? C'est jamais que la somme des États qui tous ne cessent de baisser la garde au niveau maritime. Christian Buchet, il y a un sommet prévu en avril 13, donc dans 2 mois au Cameroun, un sommet de plusieurs pays africains censés se réunir pour réfléchir à la question. On peut réfléchir à la question. La question, on donne la réponse tout de suite. Il faut plus de bateaux de surveillance, donc plus d'argent pour avoir des bâtiments de surveillance. On ne pourra pas. Alors bien sûr, il y a dans le cas de la Somalie, il faut régler le cas des problèmes à terre. Mais vous avez un foyer potentiel qui est en plein développement, c'est le Nigeria. Il faut toujours avoir un cran d'avance. Bon, le Nigeria, en 2025, sera la 3e population mondiale, derrière l'Inde et la Chine. L'Inde qui sera d'ailleurs supérieure à la Chine. Donc vous voyez bien, dans un État qui va croître de manière démographique absolument très forte, il va y avoir des désarticulations qui vont provoquer une faiblesse de l'État, et c'est évident qu'il y a un manque à gagner qu'on va aller chercher sur mer. Vous savez, vous avez des populations pauvres, très pauvres, qui voient passer des espèces de coffres-forts flottants à quelques encablures des côtes. C'est sacrément tentant. Parlez-en aux Anglais du XVIe siècle, ils ont fait ça en permanence dans la Manche. Donc c'est une constante. Quand nous n'avons pas de quoi surveiller les flottes, on va vers ce genre de choses. Sauf qu'aujourd'hui, 90% du commerce est un commerce maritime. Si on n'a pas les moyens de se protéger contre des gens qui ont 17-18 ans, qui sont mal organisés... Et prêts à tout. Et prêts à tout, parce qu'ils n'ont rien à perdre. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, la sécurité des approvisionnements est menacée. On a beaucoup parlé au large de la Somalie de l'idée de passer par le cap de Bonne-Espérance. Mais si maintenant, de l'autre côté, ça bouge aussi. Et la prise de conscience au niveau international de la part des États, elle progresse d'après vous? Pour l'instant, c'est un ils sont très au courant, mais vu qu'ils veulent faire des économies partout et que souvent c'est le secteur où les gens ne vont pas descendre dans la rue pour manifester, c'est souvent la variable d'ajustement. Mais là, on en voit un conséquence. On voit à quel point il est dangereux, même en période de paix, de limiter la sécurité de la surface. Tout le commerce vient de la mer. La mer, on le voit, est insécurisée aujourd'hui, plus jamais, demain, plus encore. Si aujourd'hui, on ne prend pas des mesures. Alors, vive un sommet, tant mieux, mais il n'y a pas de sommet qui aura des résultats efficaces, il n'y a pas des mesures efficaces pour offrir des bateaux.
Merci Christian Buchet. Je dois dire que c'est beaucoup plus clair qu'au début de ce sujet sur la piraterie des mers. Merci encore. Place à notre grand angle consacré à la montée de la révolte populaire contre les islamistes en Tunisie, attisée par l'assassinat hier de l'opposant Chokri Belaïd. La démocratie est-elle plus que jamais un mirage en Tunisie? On en débat après le rappel des faits par Sandrine Le Calvez. La Tunisie sous tension depuis hier. Depuis l'assassinat d'une des figures de l'opposition laïque. Chokri Belaïd avait 48 ans. La veille de sa mort à la télévision, cet avocat, ancien opposant sous Ben Ali, accusait de violence politique les islamistes au pouvoir depuis un an. Il a été tué de 3 balles à bout portant, une exécution sous les yeux de sa femme. Il ne me reste plus rien. L'âme de Chokri s'en est allée. Pour sa famille, comme pour les manifestants, pas de doute, les islamistes ont voulu faire taire un de leurs plus farouches adversaires. J'accuse Rached Ghannouchi et son parti. Rached Ghannouchi, le chef des Narda, a rejeté ces accusations. Mais l'opposition dans la rue dénonce le double langage du parti islamiste et réclame son départ du pouvoir. Même slogan qu'il y a 2 ans lors de la révolution de Jasmin. Cette fois, il s'adresse à un parti islamiste divisé entre radicaux et modérés, à l'image du Premier ministre Hamadi Jebali, qui souhaite la formation d'un nouveau gouvernement de coalition. L'assassinat de Chokri Belaïd a donc ravivé les tensions entre islamistes, mais aussi entre 2 Tunisies, celle qui voudrait imposer l'islam et celle qui réclame plus de liberté. En visite hier au Parlement européen, le président tunisien a reconnu que la route sera encore longue pour ancrer stabilité et démocratie. Nous avons beaucoup d'ennemis de cette révolution pacifique et ils sont décidés à la faire échouer. Tout est en jeu, rien n'est encore joué. Applaudi chaleureusement, Monsef Marzouki, le président laïque, a regagné la Tunisie, où Chokri Belaïd sera inhumé demain. Une journée qui sera marquée par une grève générale, la première depuis 35 ans. Bonsoir à tous les trois. Ella Yousfi, bonsoir. Vous êtes sociologue et vous êtes maître de conférence à l'université Paris-Dauphine. À côté de vous, Abdelawab Medeb, pardon. On ne va pas vous présenter, mais enfin, vous êtes philosophe. Et à côté de vous, bonsoir madame, Sophie Bessis. Vous êtes historienne et vous êtes aussi secrétaire générale adjointe de la Fédération internationale des droits de l'homme. On évoquera avec vous tout à l'heure la Constitution, les projets de Constitution en Tunisie qui sont assez édifiants, notamment en ce qui concerne le droit des femmes. Mais revenons à cet assassinat qui pose évidemment beaucoup de questions. Et là, Yousfi, des questions sur les commanditaires. Enfin, faut-il encore se poser des questions sur les commanditaires qui ont mis 3 balles dans le corps de Chokri Belaïd? Vous connaissiez la famille, vous connaissez la famille de... Oui, je connais plutôt sa femme, la femme de Chokri Belaïd. Et je tiens à dire que d'abord, je suis encore sous le choc par rapport à ce qui vient de se passer. Et effectivement, quand l'émotion est vive, il faut qu'on fasse un double effort pour avoir une distance par rapport à ce qui a été fait. Pour moi, porter des accusations sans fondement et sans preuve tangible, c'est participer à l'entreprise contre-révolutionnaire qui mènera vers le chaos dans le pays. L'assassinat de Chokri Belaïd, c'est à travers l'assassinat de Chokri Belaïd, on essaie d'assassiner le processus révolutionnaire. Et je pense que c'est important d'être conscient de la crise dans laquelle on est. Le point aussi important que je voulais dire, oui, quand on essaie de semer le chaos aussi dans le pays, ce qui va être fait, c'est la recréation de la nostalgie par rapport à l'ancien régime de Ben Ali. Et là, je me rappelle très bien de la phrase magnifique de la femme de Chokri Belaïd hier, qui a dit « Personne, et personne ne nous fera jamais regretter le régime de Ben Ali ». Donc je pense qu'on est dans une situation très délicate. Oui, vous dites pardon, qu'il est trop tôt pour porter des accusations. Ce qui est certain, en revanche, c'est qu'il se sentait menacé. Sa femme elle-même dit qu'elle le savait menacé. Et lui, la veille de son assassinat, il était à la télévision tunisienne. Il expliquait qu'il se sentait mis en danger parce que son parti avait subi des actes de violence. Et puis, il y a des vidéos qui ont ressurgi. Il y a notamment une vidéo qui avait été publiée en juin 2012, des salafistes qui avaient tout simplement réclamé sa tête. On les écoute. Nous réclamons la tête de Nejib Chebi et Chokri Belaïd, ainsi que ceux qui les soutiennent. Venez à Zarzis si vous avez du sang qui coule dans les veines et vous verrez comment vous serez reçus. Ils n'ont pas le droit de parler au nom des Tunisiens, du peuple de Zarzis, ni au nom des musulmans. Ce sont des mécréants
C'est Dieu qui le dit. Ce sont des éléments de la charia. Cette vidéo, c'est un appel au meurtre. Très clairement, lui se sentait menacé. Pourtant, il bénéficiait d'aucune protection. Il n'était pas protégé du tout, Sophie Bessi. N'oublions pas que depuis plus d'un an maintenant en Tunisie, les actes de violence se succèdent à peu près quotidiennement, quelle que soit leur nature, contre des intellectuels, contre des artistes, contre des mausolées qui ne sont pas le vrai islam d'après l'islam, les islamistes dits salafistes, contre, n'oublions pas, des meetings de partis d'opposition, contre des dirigeants de partis d'opposition. Cela dans l'impunité quasi totale. Il y a eu quelques arrestations avec des remises en libération, des remises en liberté très rapides en général, ou des condamnations au sursis ou à des peines extrêmement douces par rapport à la nature. Qui avait intérêt à faire Donc, Chokri Belaïd ce que je veux dire, c'est que ces salafistes que nous avons entendus ont bénéficié à tout le moins de la neutralité bienveillante du pouvoir, sinon de sa bénédiction. Et donc, bien sûr, je suis d'accord avec Rella Yousfi quand elle dit qu'on ne peut pas, que c'est à la justice de faire son travail et de dire de faire son enquête, mais il y a une responsabilité politique et morale du parti au pouvoir. On ne peut pas, bien sûr, parler de responsabilité directe, mais je ne sais pas qui a armé la main du tueur et qui est ce tueur en burnous qui a tiré 3 balles dans la peau de Chokri Belaïd. Mais le climat est responsable. Et ce climat, il y a des responsables de ce climat. Et je crois que c'est ça aussi qu'il faut mettre en œuvre. Qui sont identifiables. Bien, écoutez, je ne sache pas, à part de très rares voix qui se sont élevées au sein du parti au pouvoir, que le parti au pouvoir est appelé à la modération. Au contraire. Et je veux juste rappeler, pour terminer, le dernier équivalent du comité central du parti Ennahda qui s'est tenu il y a 3 ou 4 jours, et qui avant l'assassinat de Chokri Belaïd, c'est-à-dire il y a très peu de temps, et qui a demandé, qui a exigé la libération des personnes qui sont aujourd'hui en prison pour avoir lynché un dirigeant régional de l'opposition, et qui ont dit que ces gens-là étaient des martyrs et qui ont demandé leur libération. Donc c'est-à-dire qu'ils réclament l'impunité la plus totale. Justement, vous évoquiez le parti Ennahda qui est le parti au pouvoir, le parti islamiste. Il faut juste rappeler, on va voir les chiffres des résultats s'afficher, que Ennahda est arrivé en même temps légalement au pouvoir en remportant les élections législatives d'octobre 2011. C'est justement ce que j'allais souligner, vous avez raison, c'est vrai qu'en même temps Ennahda n'a obtenu ni la majorité absolue des voix, puisqu'ils avaient obtenu à peu près 37%, ni celle des sièges, puisque Ennahda a 89 sièges sur 217 au total, et a donc dû composer une coalition pour accéder au pouvoir, avec 2 autres formations, notamment le Congrès pour la République de Monsef Marzouki, et puis le parti État catholique. Et c'est vrai qu'en même temps, Ennahda s'arroge les sièges régaliens, les ministères régaliens, et que les autres formations qui sont au pouvoir aux côtés d'Ennahda, visiblement, n'ont pas beaucoup d'influence. Puis-je me permettre une petite observation par rapport... J'entends souvent dire, y compris sur votre antenne, que le parti Takatol et le parti CPR du président Monsef Marzouki sont des partis laïques. Ils ne se réclament jamais de la laïcité. Ce ne sont pas des partis laïques. Ce sont des partis plus séculiers que le parti Ennahda, incontestablement. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire, parce que c'est pas très difficile, mais ils ne se sont jamais réclamés de la laïcité. En tout cas, Ennahda concentre l'ensemble des pouvoirs aujourd'hui au pouvoir. Qu'en est-il de ces ligues de protection de la Révolution, ces escadrons de la mort, d'une certaine manière, Abdelwahab Medeb? Écoutez, pour revenir un peu, je répondrai évidemment à votre question sur la première appréciation de ma collègue et compatriote. La question n'est pas là. Dire ce que j'ai entendu aujourd'hui, c'est quelque part disculper d'entrée de jeu, c'est faire le contraire. La responsabilité d'Ennahda, qui est au moins politique. Et ça, c'est d'une gravité extrême et que je n'accepterai pas. La situation actuelle est structurée et organisée à partir de toute une stratégie qui est celle d'Ennahda. Qu'est-ce qu'on voit en fait? On voit que le pays, qu'il y a un redéploiement du politique. Et le politique est en train de changer. Eux, ils étaient les seuls organisés quand ils sont passés pour les élections d'octobre 2011. L'autre sensibilité du pays, parce qu'il y a 2 sensibilités actuellement dans le pays, et que j'estime, et qui est probablement, qui se montre maintenant majoritaire dans le fait, a reçu un choc énorme et entre-temps, elle s'est organisée. Et politiquement, les choses sont en train de s'organiser. Et c'est cette organisation qui gêne énormément Ennahda parce qu'elle est en train de découvrir que le pays est en train de lui échapper. Et il y a la mise en place de la possibilité de procéder à un coup de force.
En l'occurrence, il y a ces fameuses ligues de protection de la révolution. Personne ne parle ni ne rêve de cette nostalgie de Ben Ali. Qu'est-ce que c'est que cette folie? Qui en parle? Elle est inexistante. Elle n'entre pas en ligne de compte. Ce qui entre en ligne de compte, c'est le risque d'une nouvelle dictature pire de la dictature qui vient de sauter. Enarda tolère, protège ou encourage ces fameuses ligues dites de protection de la révolution, qui sont des ligues violentes qui commettent, elles, des agressions? C'est la milice d'Ennahda. Ce n'est rien d'autre que la milice d'Ennahda. Ces ligues de la protection de la révolution. De la protection de la révolution. Et ils jouent double jeu. Ils passent leur vie à jouer double jeu. Regardez le système qu'ils ont organisé. Cette ligue pour la violence politique. L'action de la violence politique. Et chaque fois qu'elle intervient, c'est pas nous. Nous sommes en démocratie. Ils ont le droit d'agir. C'est l'âme de la révolution. Alors que ce sont des gens qui ont pris le train en marche. C'est pas eux qui ont fait la révolution. Deuxième élément, pour les salafistes, pour la stratégie salafiste, on a créé des milliers, une myriade d'associations qui émanent toutes et qui sont arrosées par le même circuit d'argent que celui d'Ennahda. Et c'est eux qui invitent tous ces prédicateurs abominables, obscurantistes, délirants, proprement délirants, qui viennent en masse en Tunisie. Et quand on leur dit « Ah, c'est la liberté », « Ah, c'est la société civile »,« Ah, ce sont les associations »,« Ah, c'est pas nous ». Ils sont extraordinaires, ils ont une stratégie énorme. Il y a un autre, excusez-moi, vous n'avez pas l'air de un autre... Juste, Ella Yousfi n'a pas l'air... Juste un mot. Juste une réaction. Juste un mot, j'ajoute juste un mot. Juste un mot et ensuite une réaction, s'il vous plaît. Vous avez montré la vidéo des salafistes qui appellent à mort le décédé d'hier. Et d'autres. Voilà, et d'autres. Et hier, c'est passé à la télévision tunisienne, sur tous les plateaux, parce qu'il y a eu d'énormes débats hier sur les plateaux tunisiens, et des débats d'ailleurs d'une densité et d'une force extraordinaire. Il y a eu une autre vidéo qui a été passée pendant ces débats, c'est le ministre de l'Intérieur, Nahdaoui, qui dénonçait d'une manière spectaculaire. Il n'est pas allé jusqu'à l'appel au meurtre, mais il l'a désigné comme celui-là même qui fomente le pire des troubles et qui est l'ennemi absolu. C'est-à-dire, il suffit d'un pas de plus pour dire l'homme à abattre. Et la Yousfi? Alors, il y a plusieurs choses à dire. Pour moi, Nahda, évidemment, Nahda, elle est au pouvoir et elle partage une responsabilité. Enfin, elle partage pas. Elle est responsable politiquement de ce qui se passe et de la crise politique dans le pays. Pas seulement responsable, elle organise un état de fait. Mais elle n'est pas la seule. Il n'y a pas un seul acteur en Tunisie. Il ne faut pas oublier qu'on sort de 50 ans de dictature et on ne sort pas de 50 ans de dictature indemne. L'ancien régime ne s'est pas évaporé comme par miracle. Ce qui s'est passé dans le contexte actuel en Tunisie, je veux juste rappeler quelque chose. C'est Chokri Belaïd est un des leaders du Front populaire. Était un des leaders, je n'arrive pas encore à réaliser, un des leaders du Front populaire. Le Front populaire, c'est un mouvement politique qui s'est positionné contre la bipolarisation dans le pays. Et dans cette bipolarisation, il y a deux acteurs. Il y a Nahda d'un côté et il y a le parti qui s'appelle l'Appel de la Tunisie, conduit par Beji Caïd Essebsi, qui est l'ancien Premier ministre de la période de la transition et qui était je peux finir Terminer rapidement, un des anciens symboles du régime. Pour moi, le premier risque dans le pays... C'est pas le symbole du régime. Qu'est-ce que vous racontez là? Vous dites des contre-vérités là. S'il vous plaît, restons pour toi. S'il vous plaît, restons pour toi, même si c'est émotionnel. Ça appartient au moment Atatürk de la Tunisie. C'est très important. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas l'homme de Ben Ali. C'est le moment Atatürk de la Tunisie. Et ce côté Atatürk, on ne lâchera pas. Si la Tunisie actuelle est là, si elle se défend d'une manière très très forte, c'est en raison justement de l'œuvre de l'Atatürk tunisien qui est Bourguiba. Si je peux faire et ensuite Nadia, s'il vous plaît, Sophie Bessis, et ensuite Nadia. Si vous le permettez, quand elle a dit 50 ans de dictature, c'est vrai. Mais ce sont deux dictatures de nature différente. C'est-à-dire que la dictature bourguibienne, Bourguiba n'a jamais été un démocrate, c'est le moins qu'on puisse dire, et c'est une dictature. Mais disons que, pour aller très vite, qui a fait des réformes et qui a modernisé la Tunisie. Tandis que la dictature de Ben Ali a été une dictature plus kleptocrate et clientéliste, disons. Beji Caïd Essebsi est voilà, une voyoucratie, tout à fait. Beji Caïd Essebsi, le leader de ce parti Appel de la Tunisie, a été un homme formé par Bourguiba, a été un des principaux hommes politiques de la période Bourguiba. Bien qu'à une époque, il ait rompu avec ce dernier pour des raisons, justement parce qu'il faisait partie de ces cadres et de ces hommes politiques qui pensaient que la Tunisie devait aller vers le multipartisme. Mais il
a été un des premiers présidents de l'Assemblée nationale à l'époque de Ben Ali, mais il a rompu avec le régime et a pris sa retraite à la fin des années 80, au tout début des années 80. Parlons de l'avenir. Revenons à... Oui, bien sûr. Juste pour revenir sur le parti Ennahda, vous avez utilisé le terme double jeu. On a quand même eu des preuves concrètes du double jeu mené par le parti Ennahda, et notamment par son leader, Rached Ghannouchi. Vous avez probablement vu cette vidéo, une vidéo cachée, absolument, une vidéo volée du parti. Il est en train de s'entretenir avec des jeunes salafistes, et ce qu'il disait en gros, c'est qu'il avait le même but que les salafistes, et simplement qu'il n'avait pas la même stratégie. On écoute ce qu'il leur avait répondu. Dans ce pays, les laïcs contrôlent tout. Les médias, l'économie, l'armée. Il ne faut jamais avoir confiance en l'armée ou en la police. Donc là, c'est le projet d'islamisation de la société, très clairement, qui dit dans cette vidéo, cachée, le parti Ennahda, par la voix de ses principaux leaders, n'a jamais caché ce projet de réislamisation de la Tunisie. Et c'est un projet de destruction de l'État bourguibien et de destruction des réformes de Bourguiba, de l'État moderne. Est-ce que ce pouvoir, aujourd'hui, n'est pas quand même profondément divisé quand on sait que dès hier, dès l'assassinat de Chokri Belaïd, le Premier ministre Hamadi Djebali a appelé, on va l'écouter, à la dissolution de son propre gouvernement pour la constitution d'un nouveau gouvernement de technocrates, dit-il, de technocrates compétents.